Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de notre édition du 29 mars. Les finalistes du secondaire en spectacle 2026 de l'école Au Bois Vivant de New Richmond, des formations et des outils gratuits pour contrer le sexisme et les inégalités de la petite enfance au collégial. Éric Dubé, préfet de Bonaventure, nous parle des nouvelles cartes des zones inondables. Programmation de la salle de spectacle des Jardins de New Richmond, avril 2026. La Ville de Bonaventure vous invite à la pièce interactive En quête de votre argent. Captimédia de Bonaventure propulse des championnats de hockey mineur en direct. En entrevue cette semaine, Chloé Duchesneau de Passepébiac, championne nationale au hockey féminin avec son équipe Les Carabins de l'Université de Montréal. Et survol des nouvelles brèves de la dernière semaine. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Hebdo 4, ça commence maintenant. Cette semaine, c'était au tour des étudiants du secondaire de l'école Au Bois Vivant de New Richmond de présenter leurs prestations locales pour secondaire en spectacle. Éric était sur place. Le 19 mars dernier avait lieu la finale locale de secondaire en spectacle de l'école Au Bois Vivant de New Richmond. Télévague était présent et vous présente les participants et finalistes de l'événement. Bonsoir et bienvenue, cher public, à la finale locale de secondaire en spectacle de l'école de New Richmond, le Bois Vivant. Ce soir, cher public, vous assisterez à une partie de concours jugée par un jury. Dans ce jury, nous avons Madame Marie-Aude Leblanc, Monsieur Éric Dion, Monsieur Johnny Arsenault et Monsieur Daniel Savoie. Ce jury a pour tâche de nommer 2 numéros gagnants pour la finale régionale qui aura lieu le mardi 31 mars à Chenlue, réunissant les écoles secondaires de Matapédia à Grande-Rivière ainsi que les îles de la Madeleine. Un 3e numéro sera choisi dans la partie concours afin de participer à la partie hors concours de cette finale. Ben moi, je vais commencer à jouer voiture. Une voiture? Oui, une voiture. Pourquoi? Parce que ma tour, OK, Ouais. elle va prendre sa petite voiture parce qu'elle OK. aime voyager. OK. Elle va voyager jusqu'en F5. Oh, oh, oh. Maintenant, tu peux dégager. T'es pas gentil. Maltraitance de voiture. Bon, Pas grave. moi, je vais prendre ma cuillère. Une cuillère? Ouais, je vais transformer ta reine juste ici en Cutie Loops. Tu vas la transformer en céréales, non? Ouais. Triomphe des papiers. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je suis venu régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les...
je suis venu vous parler de, notamment ces trucs que les médias ont dramatisés ou qui me sont arrivés puis qui faisaient juste pas de sens. Ça fait quoi? Je sais pas, par exemple, si vous n'avez entendu parler du gars que son cœur a arrêté de battre pendant 11 minutes. Hey, en se réveillant, il fait le plus mélangé qu'un enfant qui sort du ventre de son père, hein? Ou un père qui accouche, ça dépend. Imagine, tu pisses, t'entends juste « Coucou, papa! » Ça fesse! C'est toujours un plaisir de voir les jeunes exprimer leurs émotions puis ce qu'ils sont par leur talent. Moi, ça me touche énormément. Puis merci pour cette belle soirée que j'ai passée. Le numéro choisi hors concours pour leur douceur et leur complicité, ben la douceur du ballet avec Lily Bourque et Véronique Smajenko. Félicitations! Le premier numéro qu'on a choisi est Mauvaise nouvelle. Georges-Émery Tremblay, parce que il nous a bien fait rire. Parce que je suis venu vous parler de, notamment ces trucs que les médias ont dramatisés ou qui me sont arrivés et qui faisaient juste... Alors, le deuxième numéro qui va aller à la finale, c'est à Chandler, c'est ça? Oui? OK. Pour son interprétation, son talent, sa virtuosité, Lux Acterna de Tim Boissonneau. Bravo, Tim. Bonne soirée, tout le monde. Merci d'être venu en grand nombre. Ça fait toujours chaud au cœur, puis je suis sûre que mes élèves sont très contents de votre présence. Bon retour et merci encore. La table de concertation féministe Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est heureuse de lancer son offre de formation destinée au personnel éducateur de la petite enfance au collégial, ainsi que son site web enseignerlégalité.com qui offre des outils concrets au personnel pour le soutenir dans ses pratiques d'inclusion. Catherine Searwright nous explique. Avec Catherine Searwright de la table de concertation féministe des îles Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, ça va bien, Catherine? Oui, ça va super bien, merci. Oui. Catherine, la table aimerait bien enseigner l'égalité de la petite enfance au collégial. Est-ce que tu peux me dresser un peu un petit topo là, de ce que vous voulez faire? Oui, la table, ça fait plusieurs années qu'on travaille en éducation, que ce soit en diversification professionnelle, là, fait que c'est qu'il y ait plus de femmes dans les milieux traditionnellement masculins, et qu'on travaille aussi au niveau de la persévérance scolaire des filles et des garçons. Puis en travaillant avec les milieux, on s'est rendu compte que il y avait des besoins peut-être plus précis au niveau des enjeux qui sont liés à l'égalité. Fait que nous, ce qu'on a monté comme projet, c'est des formations qui sont vraiment adaptées à chaque niveau. Donc, quand on parle de la petite enfance, nous, ce qu'on offre comme formation aux éducateurs, éducatrices à l'enfance, c'est vraiment les stéréotypes de genre, comment favoriser le développement des enfants, vraiment dans toutes les sphères de développement, peu importe leur genre. Ensuite, au primaire, au secondaire, on a des ateliers de formation sur le code vestimentaire, les discours masculinistes. On voit on en parle beaucoup dans les médias ces temps-ci, là. On voit vraiment une remontée de ces discours-là. C'est vrai que c'est beaucoup présent. Puis quand tu dis le code vestimentaire, vous allez jusqu'à où pour le code vestimentaire?
Ben, c'est qu'il y a plusieurs écoles qui réfléchissent à réviser leur code vestimentaire. On sait que traditionnellement, il y a beaucoup d'éléments dans les codes vestimentaires qui visent particulièrement les filles, puis qui Oui. sont ancrés dans des préjugés qui sont sexistes, en fait. Donc, OK. nous, on veut accompagner, former et accompagner des écoles. On l'a déjà fait dans le passé avec certaines écoles de la région, mais vraiment pour se demander, bon, ben, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message éducatif avec notre code vestimentaire, puis comment on fait pour que ça reproduise pas des stéréotypes là, ou des biais sexistes qu'on peut avoir. OK, d'accord. Puis tu disais les discours masculinistes, ça c'est un peu tout ce qu'on entend. Bon, les réseaux sociaux, ça l'aide vraiment pas. Donc, vous voulez faire de Non, la... mais c'est ça, tu sais, avec Internet, on a accès à tout, là, Ouais. particulièrement du côté anglophone. Tu sais, nous, on traite autant avec les écoles anglophones que francophones que Mi'kmaq, mais il y a plus OK. de contenu en anglais, évidemment. Mais c'est que dès qu'un enfant ou un jeune a un compte sur un réseau social, TikTok, Instagram, Facebook et Ouais. autres, ça prend de 7 à 9 minutes avant qu'un garçon soit exposé à des discours masculinistes parce que les algorithmes offrent le contenu en fonction du genre, de l'âge, OK. du compte de l'utilisateur. Donc, c'est certain que si les gens qui nous écoutent ont des enfants qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, qui sont des Ouais. garçons, ils ont accès à ce contenu-là. Et ça ressort dans les classes là, de la région. Donc, c'est comment aider les enseignants enseignantes à prévenir et à développer l'esprit critique des jeunes pour faire face à ces discours-là. Puis on a Donc, aussi un eux, ils peuvent atelier. faire comme de la sensibilisation auprès des jeunes. Oui, puis aussi savoir quoi répondre. Tu sais, une enseignante OK. qui se fait dire de retourner dans sa cuisine, qu'elle devrait pas être C'est en pas train le de fun. travailler, puis qu'elle devrait être en train de faire des bébés, c'est déstabilisant. Parce qu'on pensait J'avoue. pas qu'on était rendu là en 2026. Mais il y a une résurgence de ces discours-là. Donc, de savoir comment répondre, comment déconstruire ça aussi, puis comment aider tu sais, les jeunes garçons, là, quand ils tombent sur des vidéos comme ça, tombent pas sur le contenu qui est très violent en premier. Ça va être des coachs en séduction, tu sais, des garçons qui se demandent comment aborder les filles, qui vont Ouais. voir des choses qui sont un peu comme plus soft, qui vont se dire, ah, ben ça, c'est intéressant, ou des coachs pour être mieux dans son corps. Donc, à l'adolescence, on est vraiment en train de créer notre identité. Donc, on cherche des questions, des réponses à des questions qui sont très complexes. Puis, Oui. malheureusement, ben, ces influenceurs-là arrivent avec des fausses réponses qui sont simples, c'est-à-dire aide l'argent, manipule les femmes et sois musclé, puis tu n'auras pas de problème. Mais souvent, ce que ça fait, c'est que ça amène à des discours qui sont très violents et très misogynes. Le primaire et secondaire et la formation générale aux adultes, on a un troisième atelier qui est sur les milieux éducatifs inclusifs. Donc, OK. où on va se demander comment on fait pour créer un milieu d'enseignement, un milieu d'apprentissage où il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de LGBTQ-phobie, de transphobie, homophobie, il n'y a pas de racisme, en tout cas, le moins possible. Là. Fait comment on fait Mhm. pour que tous nos élèves se sentent bien, puis on sait que quand on se sent bien en sécurité dans une classe, ben ça, c'est un contexte d'apprentissage qui est vraiment Oui. meilleur. Puis au Ça niveau de l'aide la beaucoup pour la suite. formation, ouais. Puis au niveau de la formation professionnelle et du collégial, là, on travaille vraiment juste avec les programmes traditionnellement masculins. Fait qu'on OK. peut penser au DEP, en plomberie, chauffage, en électricité, montage de lignes, pêche, et au collégial, en foresterie, tourisme d'aventure, génie électrique. Puis là, on se questionne avec les enseignants de ces programmes-là comment on peut faire pour qu'il y ait plus de femmes dans les programmes et qu'elles s'y sentent bien et À accueillies, qu'on l'aise. on adapte, dans le fond, notre enseignement pour que ça réponde aux besoins de tous les étudiants, toutes les étudiantes. OK. Est-ce que c'est toi qui contactes les enseignants pour les préparer à la formation ou ils vont aller sur un site web? C'est comment vous avez envisagé ça? Ben, on a un site web où il y a plusieurs outils que les OK. enseignants, enseignantes peuvent utiliser, des activités, des trucs de réflexion, mais il y a aussi un formulaire si les écoles ou les milieux éducatifs veulent demander une formation. Puis ensuite, moi, je fais le suivi avec les milieux
pour la formation puis pour l'accompagnement, s'il y a un accompagnement qui est désiré. OK. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment de nous écrire à info@commercialenseignerlegalité.com. Et c'est ça, c'est moi qui va faire le suivi de ces demandes-là. T'auras-tu un petit quoi pour conclure que tu voudrais dire? Ben, tu sais, évidemment, j'invite le personnel éducateur, petite enfance, primaire, secondaire, collégiale, formation professionnelle à nous contacter. Oui. Ça nous fait plaisir d'aller dans vos milieux, mais si aussi des parents qui nous écoutent, qui disent hey, moi, j'aimerais ça, là, que le code vestimentaire de mon école soit révisé ou que l'équipe école de l'école de mon enfant suive cette formation-là parce que ça a l'air intéressant ou c'est des enjeux qui m'inquiètent. Il y a beaucoup de parents qui sont inquiets avec la montée des discours masculinistes chez les jeunes. Ben, contactez votre école puis demandez-leur qu'ils nous contactent pour une formation, là. C'est sûr que quand les milieux éducatifs sentent que c'est quelque chose qui est souhaité par la communauté, ben c'est plus facile de rejoindre le plus grand nombre d'écoles possible, puis c'est gratuit, donc pourquoi pas en profiter. Bon, mais c'est bien, le message est passé. Un gros merci, Catherine, puis on se voit une prochaine fois. La MRC de Bonaventure est en processus de mise à jour de sa cartographie des zones inondables en collaboration avec l'UQAR. Des explications de Éric Dubé, préfet de la MRC. La MRC de Bonaventure demande au gouvernement du Québec de revoir l'entente de délégation des nouvelles cartes des zones inondables et demande au gouvernement de défendre la nouvelle cartographie face aux citoyens mécontents. Bonjour, M. Dubé, pouvez-vous me parler des nouvelles cartes des zones inondables que le gouvernement veut transférer au MRC? On a entamé une démarche il y a déjà plusieurs années là, pour venir refaire des nouvelles cartographies là, avec l'aide du gouvernement. L'enjeu qu'on a pour les MRC, on est 13 MRC là, qui, justement, là, on est en train de finaliser le processus, puis on est en grande discussion parce qu'on ne s'entend pas avec le ministère. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que là, le ministère, c'est correct, il a fait faire les cartes, il a établi les nouvelles règles, mais il pousse cette délégation-là dans la cour de la MRC. On comprend que ça va avoir des impacts sur nos citoyens, mais que ces nouvelles cartes-là rentrent en application. Nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement vienne les expliquer, c'est quoi les paramètres qui ont servi à déterminer ces cartes-là. Parce qu'on comprend que nous, on n'a pas participé à ces évaluations-là. Puis le gouvernement a dit, bien, parfait, un coup que les cartes vont être adoptées, bien, vous allez les gérer. Fait que nous, cette délégation-là, on l'a refusée. Parce qu'on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va se faire imposer. On comprend que ces cartes-là devaient être refaites parce qu'il y avait des aberrations dedans. Puis on comprend les enjeux des changements climatiques, sauf qu'on ne voulait pas avoir 100 % de la responsabilité. Oui, parce qu'on va avoir la responsabilité de ces cartes, c'est beaucoup de tractations avec les citoyens qui seront impactés, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'il y en a là, qui vont avoir des méchantes surprises de se réveiller soit qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas dans des zones inondables, qui vont le devenir, et les contraintes que ça va amener pour ces gens-là. On ne les connaît pas encore. C'est pour ça qu'on dit il faut que le ministère vienne expliquer aux gens qu'est-ce qui a amené ces nouvelles cartes-là, puis qu'ils viennent avec nous autres. On est prêt à faire notre part, sauf qu'on ne veut pas se le faire imposer. Et pour les MRC, est-ce que prendre la responsabilité de cet enjeu engendre des frais? Non, parce que le gouvernement a quand même payé avec... tu sais, c'est pas la MRC, nous, on n'a pas ces compétences-là. Ça fait que nous, on avait travaillé avec l'UQAR, l'Université de Rimouski, c'est dans les dernières années, justement pour établir ces cartes-là, que le gouvernement a payé. Mais au-delà de ça, c'est qu'après ça, pour faire la gestion des impacts que ça va avoir, là non plus, on n'a pas plus les compétences pour expliquer aux gens les changements climatiques sur les 300 prochaines années, ça va être quoi l'impact que ça peut avoir sur le terrain. C'est là qu'on dit qu'il faut que le ministère s'implique. Est-ce que les MRC ont une date limite pour s'entendre avec le gouvernement? On ne s'est pas entendu encore dans le sens que je comprends que nous, il faut qu'on accepte de prendre cette responsabilité-là, ce qu'on a dit qu'on ne ferait pas. Fait qu'à partir de là, là, je comprends qu'il va y avoir des discussions. Ça ne se négocie pas au niveau de la MRC de Bonaventure, je veux rassurer les gens, là. C'est par l'entremise de nos fédérations au niveau de la province, parce qu'on est plusieurs MRC dans ce cas-là. Et combien de MRC
ont refusé ou sont dans la même situation que celle de Bonaventure? Bien, moi, je pense qu'il n'y en a pas qu'on accepté. C'est juste que là, il y a 13 MRC que les cartes sont prêtes à être acceptées, à déposer par le gouvernement. Fait qu'on comprend qu'ils n'ont pas fait ça pour l'ensemble du Québec, puis on comprend que c'est pas toutes les municipalités non plus qui sont touchées par des enjeux d'inondation. Fait qu'on comprend que nous, ici, ben ça touchait Cascapédia, Saint-Jules, New Richmond, Passepébiac, Bonaventure, qui ont des rivières. Donc, toutes les MRC qui ont reçu leur carte ont refusé. Bien, en tout cas, on est au moins 13 qui ont signifié au gouvernement que nous, on n'acceptait pas la délégation de pouvoir. Mon collègue Éric est allé à la rencontre de Éric Normandin de la salle de spectacle Desjardins de New Richmond pour qu'il nous informe des spectacles à l'affiche en avril. Bonjour Éric, est-ce que tu peux nous parler de la programmation du mois d'avril de la salle de spectacle régionale Desjardins de New Richmond? Ben oui, avec plaisir. Beau mois d'avril, le soleil qui revient, les journées qui rallongent. On a des super beaux spectacles à vous présenter. Ça va commencer avec Émile Bourgault. En formule cabaret, Émile Bourgault, peut-être pas un nom si connu, mais vraiment un des visages à surveiller au niveau de la chanson québécoise, bourré de talent. Il va nous présenter son nouvel album, donc son premier album, en fait, Tant mieux. On est vraiment situé dans de la pop intelligente, sensible, un petit côté folk, rock aussi. Tous ceux, en fait, qui aiment Jean-Pierre Ferland, Jerry Boulet. Il y a du saxophone, justement, entre autres, là, dans son band, mais aussi du folk québécois plus récent comme Alexandre Poulain, Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe. Alors, il tire ses influences d'un peu de tous ces artistes-là, mais il propose quelque chose de vraiment très unique et singulier, donc à sa façon. J'ai l'habitude des longues pauses et je est-ce que c'est toi qui vas répondre si je sonne au milieu de la nuit? Ça va être à voir le 8 avril à 20h. Donc, c'est le genre d'artiste que vous pouvez dire « Ah, je l'ai vu quand il commençait », puis tu sais, attendez-vous à le voir nominé à la disque et à en entendre parler de lui vraiment dans les prochaines années. Émile Bourgault, un nom à retenir. On va poursuivre ensuite en théâtre avec la pièce « Je viendrai moins souvent » de Camille Paré-Poirier, qui est une adaptation théâtrale de son balado « Quelqu'un d'immortel ». En fait, c'est vraiment une pièce très biographique. C'est l'histoire de Camille qui déménage en ville en même temps que sa grand-mère qui rentre en CHSLD. Arrive le temps de la COVID, donc Camille a décidé d'enregistrer ses conversations avec sa grand-mère et a fait un spectacle avec ça. Donc, c'est vraiment une rencontre de deux générations, une pièce très touchante qui parle justement de vieillir, entre autres, évidemment, mais aussi de solitude, puis de comment on peut rejoindre un peu les différentes solitudes et les différentes générations. Hey, c'est pas jeune? Non. C'est spécial. Mais il n'y a rien de plus juste que ça. L'âge. L'âge que tu as, je l'ai eu. Puis l'âge que j'ai, tu vas l'avoir. Ça va être le samedi 11 avril à 20h. À noter que Camille Paré-Poirier va être chez Libère la veille. Donc, on fait un 5 à 7 littéraire, rencontre d'auteurs chez Libère. Le 10 avril, de 5 à 7 heures, c'est à ne pas manquer pour avoir la chance de rencontrer Camille Paré-Poirier. Et elle va nous parler de ses 2 livres, parce qu'elle a 2 livres à son actif. On poursuit ensuite avec la famille Darèche. Famille très connue en Gaspésie, évidemment. Famille Darèche, on pense à Country. Donc, ils vont être avec nous le jeudi 16 avril. C'est le spectacle Darèche et filles. Donc, pour l'occasion, Paul Darèche s'est entouré de Katia, Émilie et de Dani. Pour un spectacle vraiment qui va retracer évidemment tous leurs grands succès, mais aussi des classiques de la chanson country québécoise. Il ne reste qu'une 50aine de billets, alors n'attendez pas trop pour voir ce spectacle-là. Ça va être fantastique. Donc, le jeudi 16 avril à 20h.
On continue avec deux spectacles, en fait. C'est le regroupement des femmes de la Côte de Gaspé qui viennent nous présenter leur spectacle F. Même chose aussi, écoute, c'est des billets qui se vendent beaucoup, il ne reste plus tant de place que ça. On a deux représentations, le samedi 18 avril à 20h et le dimanche 19 avril à 13h. Alors, F, c'est inspiré par l'esprit de la Marche mondiale des femmes. Ça s'inscrit dans la continuité des grandes luttes sociales et féministes de notre temps. Un super spectacle, déjà vu par plus de 3000 spectateurs et spectatrices à travers le Québec. C'est à voir. Le samedi ou le dimanche 18 ou 13 avril. Finalement, on conclut le mois avec Sam Breton. Sam Breton qui est présenté à guichet fermé. Donc, je vous rappelle, si jamais vous avez oublié d'acheter vos billets, vous pouvez prendre une chance d'appeler à la billetterie. On a parfois des billets qui se libèrent à la dernière minute. Donc, laissez votre nom. Mais sinon, donc, le 25 avril, on va rire très fort avec Sam Breton et son nouveau spectacle Gauler Allez, ça s'appelle. Et côté cinéma, est-ce que Ciné Bobine a des films à l'affiche? Mais bien sûr, 3 beaux films à l'affiche en avril du côté de Cinébobine. Ça commence le 1er avril et c'est pas un poisson d'avril, donc on sera heureux. Un drame de Léa Poul. Pour la Turquie, jusqu'à débarquer clandestinement dans le port de Montréal. Vous allez faire une demande d'asile, OK? Pas d'empreinte, pas d'identité. Vous savez, ça repousse des empreintes. L'association va payer les premiers mois. Monsieur Reza Mohammadi demande l'asile au Canada dans le cas de menaces qui planent sur lui en raison de son orientation sexuelle. Production Canada-Québec et Luxembourg. Ensuite, la comédie Folichonnerie, le vendredi 10 avril. Et finalement, Ma belle-mère est une sorcière, le dimanche 26 avril en après-midi à 14h. Qui est cette fille-là? Cette fille-là? Ben, t'es conscient qu'il y a une inconnue dans notre cuisine. Tu manges pas? J'ai pas faim, non. Voyons, y a juste moi qui vois qu'il y a quelque chose de pas normal? J'espère que tu vas pas dire ce que je pense que tu vas dire. Je pense que c'est une sorcière. Oh my God. T'es au courant que ça existe pas, les sorcières? C'est quoi le problème? Elle pense que sa belle-mère, c'est une sorcière. Je suis sûre qu'elle y a jeté un sort. Elle le contrôle comme un petit chien. Moi, je pense qu'elle contrôle avec quelque chose d'autre qu'un sort, ma chérie. Voilà, les 3 films à l'affiche de Cinébobine en avril. C'est un rendez-vous. Un petit mot aussi pour dire qu'on va lancer notre programmation d'automne 2026 le 11 avril, samedi 11 avril, avec notre nouvelle formule. Donc, on fait ça le samedi. La programmation est dévoilée le matin à 10h sur tous nos réseaux, donc site web, réseaux sociaux, infolettres. Et puis ensuite, on met les billets en vente à 13h30, comme d'habitude, à la billetterie, ici même, sur Internet, sur notre site web, billetterie électronique ou par téléphone. Alors, c'est un rendez-vous le 11 avril pour connaître notre nouvelle programmation d'automne. On a très hâte de vous partager ça. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, évidemment, comme d'habitude. Déjà eu 4 spectacles complets cette saison avec Arnaud Soli, Sam Breton, M. Bidule, François Bellefeuille. On espère se rendre peut-être à un 5e ou un 6e avec Mesmer, qui reste juste une 20aine de billets, et de la famille Darèche et filles, qui reste une 50aine de billets. Fraude, arnaque, abus. Savez-vous repérer les signaux d'alarme? La Ville de Bonaventure vous invite à la pièce interactive En quête de votre argent. Avec David Roy, directeur culture, loisirs, tourisme et vie communautaire à la Ville de Bonaventure. Ça va bien, David? Ça va bien, vous? Oui, ça va super bien. David, je me suis déplacé aujourd'hui à la Ville pour venir parler d'une pièce de théâtre qui va avoir lieu le 31 mars, je crois. Oui. Donc, je te laisse me donner tes détails, s'il vous plaît. En fait, c'est le théâtre Parmi nous qui viennent ici donner une pièce de théâtre là, le 31 mars prochain, qui est destinée justement, oui, à la clientèle aînée et à leurs proches. Le titre, ça s'intitule « En quête de votre argent ». Ça se veut une pièce de théâtre avec différentes scènes
qui est au sujet de la fraude. La fraude qui est un sujet de plus en plus présent dans l'actualité. Il y a de plus en plus de cas et de types et de stratégies de fraude. Donc, par du théâtre, ça sera l'occasion pour nos aînés et leurs proches, les gens qui soutiennent ou encadrent leurs aînés, ça peut être un enfant, ça peut être une proche aidant, de s'informer et de constater c'est quoi les différents stratagèmes de fraude et puis c'est surtout c'est quoi les actions à prendre pour peut-être les prévenir. Là. Ça, pour aller voir la pièce, c'est au Centre Bonaventure. Tout à fait. C'est au centre Bonaventure de notre côté. C'est à 14h le 31 mars. Il n'y a pas d'inscription qui est requise. On va accueillir tout le monde. Puis ça peut être des gens de Bonaventure et des environs, en fait. Là. On cherche vraiment à sensibiliser les gens. Puis ce qu'on trouve le fun, c'est qu'on peut mélanger justement culture, vie communautaire, municipalité amie des aînés. Là, on cherche aussi, là, avec nos différentes politiques, là, d'outiller, d'encadrer et de prendre soin de nos aînés, là, de leur état de santé là, physique et mental de notre côté. Absolument. Puis, pour un tel événement, est-ce que c'est le Théâtre Parmi nous qui vous a approché ou c'est un autre organisme qui a approché la ville de Bonaventure? Ah, on a cette telle pièce de théâtre-là ou ça vient de vous aussi? Je vous mentirais de vous dire que ça vient de nous. En fait, là, ce qui arrive, c'est qu'on a une super de belle collaboration avec les municipalités voisines. Okay. C'est Pascal Alain Carleton qui m'a approché directement de mon côté pour dire, regarde, j'ai eu cette offre-là, puis on aurait tout intérêt à faire soit une économie d'échelle pour leur faire une tournée de la Gaspésie, finalement. Fait qu'ils se trouvent à faire 3 arrêts ailleurs en Gaspésie, là, à Carleton, puis à Sainte-Anne-des-Monts également. Okay. Donc, puis du théâtre engagé, c'est important. C'est une belle façon de sensibiliser les gens. On a sauté sur l'offre de notre côté. T'sais, oui, on a des intérêts à développer la culture à Bonaventure, mais on a tout intérêt de le faire d'une autre manière, si tu veux. Puis le théâtre engagé, ça donne cette opportunité-là. Là. Ouais. Okay. Puis là, c'est ça, il y a une partie pièce de théâtre, puis il va y avoir une partie comme un peu interactif avec questions aussi, je pense. Tout à fait. Puis tu sais, ça va être animé par une policière communautaire parce qu'il va y avoir quelqu'un pour procéder à l'animation puis aux échanges entre chacune des scènes qui va avoir été effectuées par les comédiens. On trouve ça intéressant aussi d'intégrer justement la Sûreté du Québec, là, vraiment une ressource de leur côté, mais également des organismes communautaires du coin. Pour pas tous les nommer, mais on pense à l'ACEF, là, justement, là, qui sont très impliqués au niveau là, de la prévention de la fraude de leur côté. Là. Puis il y a également le plaisir des mots aussi, là, parce que le niveau de littératie est important aussi. Là, c'est beau de véhiculer un message, mais est-ce qu'il y a une certaine façon pour qu'il soit le plus adapté à peu importe le type de clientèle? C'est important que le message soit général puis très accessible là, de notre côté. C'est sûr, parce que la fraude, c'est pas évident. Bon, il y a beaucoup de personnes âgées qui vont se faire avoir, même des plus jeunes aussi, que ce soit en amour ou peu importe. Mais d'en parler en entrevue ou de voir des émissions là-dessus, une pièce de théâtre, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus interactif. Donc, c'est important, je pense, que les gens viennent, se déplacent puis assister à un peu cette pièce-là. Tout à fait, puis c'est du théâtre engagé. Le théâtre engagé, justement, ça vient sensibiliser, ça vient... On va venir côtoyer, comprendre, saisir, ressentir aussi les effets d'une fraude chez quelqu'un, des diverses situations aussi, les stratagèmes dans les dernières années aussi, là, qui sont de plus en plus pointilleux, là, si on veut, là, que ce soit en changeant la voix, l'émergence de l'intelligence artificielle, là, c'est vraiment à faire attention parce que tu peux changer une voix puis la faire passer pour peut-être quelqu'un de la famille ou un ami proche. C'est vraiment à faire attention. Donc, il va y avoir également des trucs là, pour bien saisir puis comment la prévenir. Là. Bon, bien, excellent. Donc, on invite les gens à venir voir la pièce de théâtre. Puis on jase de la politique culturelle? Tout à fait. Politique culturelle qui a été adoptée officiellement par le conseil municipal de la ville de Bonaventure en 2024. La ville de Bonaventure avait besoin de mettre à jour sa politique culturelle. Ancienne politique adoptée en 2008, ça faisait plus de 15 ans et le paysage culturel à Bonaventure a changé avec les années. Au niveau que ce soit des événements, au niveau des lieux de diffusion, au niveau de la variété, justement,
du type d'art et de culture. Et, donc, le paysage avait grandement changé et les besoins et la vision et les enjeux ont émergé aussi avec le temps. Donc, cette semaine, il va y avoir une présentation publique? Tout à fait. Ce jeudi, là, dès 17h, à l'Hôtel de Ville à Bonaventure, va avoir lieu une présentation publique de la politique culturelle. On l'a adoptée en 2024. On la présente encore plus officiellement en 2026. Pourquoi 2 ans plus tard? Oui, on va présenter en détail c'est quoi notre nouvelle politique culturelle, parce que la politique, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens se sont prononcés pour établir cette politique-là. Il y a vraiment un travail de recherche qui avait été effectué pour connaître c'est quoi la vision, les goûts, les désirs, faire un état de situation, faire un portrait qui est beaucoup plus juste 2024 versus 2008, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est 15 ans après. Puis cette semaine, ça se veut également... On le rappelle, politique adoptée 2024, on est rendu en 2026, on présente la politique, mais ça se veut également un état de situation de on est rendu où depuis 2 ans? Qu'est-ce qui a avancé dans ce plan d'action de cette politique culturelle-là? On est rendu où? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que ça peut mousser des idées? Puis on ne le savait pas qu'on pouvait soit obtenir du financement ou que la Ville pouvait faire un accompagnement ou que ça faisait tout simplement partie des désirs des citoyens. Puis, OK, parfait, j'ai une idée par rapport à ça, puis on va essayer de mousser la vie culturelle à Bonaventure. Ouais. Donc, c'est ce que vous allez présenter cette semaine, puis il y a un comité qui a travaillé sur cette politique-là? Le comité, tout à fait, là, qui était assez multidisciplinaire, là, autant des gens qui sont impliqués par leurs arts au niveau du comité de travail que du politique au niveau de la Ville de Bonaventure. Les travailleurs de l'équipe Loisirs, Culture, Tourisme, Vie communautaire à la Ville de Bonaventure en faisaient partie aussi, et des citoyens engagés. Des citoyens aussi? Oui, des citoyens qui en faisaient partie. C'était super important pour nous parce que la politique, on peut l'appeler la politique culturelle de la Ville de Bonaventure, mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est la politique culturelle des citoyens de la Ville de Bonaventure. C'est les citoyens qui ont choisi les axes, ultimement. C'est vraiment eux qui ont décidé du contenu de cette politique-là. Nous, derrière notre bureau, oui, on va l'écrire, puis on va y travailler, puis on va travailler à l'application, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on fonctionne avec le désir des gens aussi, là. Okay. Donc, je t'invite à rappeler la journée. Oui, jeudi cette semaine, à 17h, à l'Hôtel de Ville de Bonaventure. On vous attend. Bon, bien, parfait, David. Merci beaucoup. Parfait, merci. Les tournois de hockey régionaux attirent chaque année des milliers de passionnés sur la glace et dans les gradins. De plus en plus de gens peuvent désormais vivre les émotions en direct de ces matchs, même à distance. Lors du championnat régional simple lettre Energex, l'émotion du hockey pouvait se vivre en temps réel grâce à Captimédia, une entreprise de Bonaventure spécialisée en captation à distance. Les matchs peuvent désormais être suivis en direct, mais comment fonctionne ce système de diffusion à distance? Et surtout, d'où est venue l'idée? David Arsenault, le propriétaire de l'entreprise, nous explique. Dans le fond, je m'étais équipé, ça fait plusieurs années que je fais de la vidéo, mais ça fait plusieurs années que je m'étais équipé pour la captation, diffusion en direct. Ça peut être à plusieurs angles, ça peut être des spectacles, ça peut être... Puis dans le fond, un tournoi de hockey, c'est de quoi qui est intéressant, tout ça. Okay. Puis dans les dernières années, ben, c'est ça, je m'aperçois qu'il y a comme je ne vais pas dire un besoin, mais il y a une place que je peux combler, dans le fond. Ouais. Puis il y a 2 ans, c'est vraiment à Bonaventure que la Coupe Energex, j'ai eu la chance, parce que ça s'organisait à Bonaventure. Fait que j'ai vraiment eu la chance de pouvoir vivre ça. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience de ça. Puis ça m'a permis, dans les années qui ont suivi, en fond, les 2 dernières années, j'ai pu un petit peu plus développer mon système. Puis là, je m'en viens pas mal plus en mesure d'un petit peu courir les événements là, assez d'envergure, c'est ça. Ouais. C'est les gens qui t'appellent, qui disent « Ah, David, j'aurais un besoin, il y a tel tournoi, est-ce que tu peux venir le faire? » Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou c'est toi qui contacte? J'ai un mélange des deux. Je dirais que le fait... En fait, il y a des tournois que j'ai faits bénévolement en me disant que j'avais des choses à tester. Si je pense à, entre autres, le tournoi à Midget à New Richmond l'année passée, tout ça. On avait fait une entente que, dans le fond, j'ai fourni la diffusion,
mais en leur demandant s'ils pouvaient fournir des bénévoles, tout ça. Puis on avait utilisé des jeunes à l'occasion. Puis j'avais comme... Dans mon entente, je m'étais dit, on a essayé de faire de quoi, de développer justement en parallèle. Moi, j'avais installé comme un système parallèle pour faire des tests, dont entre autres, à ce moment-là, je savais pas encore si de filmer avec une caméra PTZ, une caméra qui se contrôle à distance. Je savais pas encore si c'était possible au niveau de la fluidité, je savais pas si c'était possible au niveau mettons, de la simplicité. Puis là, en faisant des tests comme ça, ben c'est ça, bouche à oreille, on a fini par me redemander certaines fois de faire certains tournois. Des fois, c'est moi qui leur demande tout ça, mais essentiellement, là, la Coupe Energex, l'année passée, ben, c'était comme une suite que j'avais travaillé à New Richmond, fait qu'on a comme poursuivi là-dedans. Puis là, cette année, ben, c'est l'organisation de Rivière-au-Nord et Gaspé qui m'ont contacté parce que justement, ils avaient aimé le travail que j'avais fait l'année passée. Ah, super. C'est ça, justement, l'année passée, toi, tu avais fait Energex à New Richmond et à Carleton. Tu étais comme sur place, pas nécessairement derrière la caméra, mais tu étais là, tu étais sur place pour vérifier tous les équipements, ton équipe, comment ça allait fonctionner. Puis cette année, la grosse différence, c'est que tu as fait à distance. Donc, qu'est-ce que tu as préféré, puis je te laisse aller. Il faut mettre une chose, dans le fond, au clair. C'est un défi que j'avais l'année passée, la Coupe Energex, c'est que, étant donné que je peux pas opérer 2 arénas simultanément, physiquement, je peux pas être aux 2 places. Fait que l'année passée, c'était le défi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que je puisse être à une aréna, mais contrôler l'autre aréna. C'est là qu'on avait apporté l'idée de la caméra PTZ, tout ça. Fait que l'année passée, ce que on avait fait, c'est j'avais mon trailer qui était organisé à New Richmond. Puis j'avais un caméraman physique à New Richmond qui faisait la diffusion. On diffusait de New Richmond, sauf que moi, je contrôlais à distance ce qui était affiché graphiquement à New Richmond. Puis dans le trailer, je contrôlais également, il y avait un caméraman qui filmait, lui, avec un joystick, qui filmait à Carleton. L'année passée, c'était comme le défi, c'est comment je peux être à 2 places en même temps. Parce que je pouvais pas dire je mets un caméraman qui s'occupe tout seul de la diffusion à New Richmond, puis un qui s'occupe tout seul de la diffusion à Carleton. C'était trop... physiquement, c'était comme impossible. Fait que c'était le défi qu'on avait. Fait que cette année, je savais que, étant donné que c'était à Rivière-Nord et Gaspé, c'était plus compliqué, en fait, d'emmener tout mon matériel dans une aréna, puis de faire en sorte qu'on refasse la même chose qu'on avait fait l'année passée. Fait que dans le fond, j'ai travaillé fort dans les dernières semaines, derniers mois pour... j'avais installé une caméra à Bonaventure pour faire des tests au niveau... est-ce que c'est fluide? Est-ce que le signal rentre bien? Fait que là, les défis que j'avais à rencontrer, c'est comment faire en sorte justement que... on s'assure qu'il n'y a pas nécessairement de bug technique. J'avais une personne contact dans chacune des arénas s'il y avait un besoin de faire de quoi. Puis je dirais... physiquement, c'est à part la caméra qui était connectée, puis c'est vraiment plug and play, dans le sens que j'ai fait en sorte que la caméra, du moment qu'on la connecte sur Internet, elle se rejoint à mon studio ici. Fait que là, du moment que j'avais fait une couple de tests quelques semaines avant, puis que ça marchait constamment, je me sentais vraiment confiant que ça allait être fonctionnel pour ça. Puis tu sais, essentiellement, ça me permettait moi ici d'être avec mon environnement. J'avais une plus grande facilité pour avoir des caméramans sur place. Puis le fait d'être, c'est niaiseux de dire, mais le fait d'être à la maison, tout ça, pas de déplacement, au niveau de la nourriture, tout ça, ça a été plus simple parce que j'ai engagé quelqu'un, ma mère, en fait, pour nous préparer les repas. Ce qui a été génial parce qu'autrement, j'aurais pas pu être en mesure de faire à manger, dans le fond. Vous étiez en équipe de combien? En fait, j'avais... physiquement, on devait être toujours 2 sur place. Dans le fond, un caméraman qui commençait le matin jusqu'à peut-être 4-5 heures. Et il y en a un qui prenait la place en soirée. Pour les 2 premières journées, jeudi, vendredi. Mais la fin de semaine, on était une personne de plus, justement pour... des fois, dans les bugs techniques, mais c'est plus facile d'avoir quelqu'un en backup. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, sans être... si vous amenez, vous avez vu durant la fin de semaine que la caméra, des fois, elle se laissait aller ou c'est souvent parce que parallèlement, on a des petits détails techniques à régler. C'est difficile d'avoir vraiment toute l'attention juste sur la glace. Hein. Ouais, je faisais des blagues avec mon gars. Je me disais, il est parti chercher une bière. Oui, non, mais je sais que c'est des détails mineurs, mais on essaie de limiter ça le plus possible. Mais je donne un exemple, c'est que c'est des détails mineurs. Mais mettons, ça ne durait pas longtemps. Là. Si l'exemple, le tableau indicateur figeait, là, on doit activer une fonction de juste le rafraîchir, tout ça.
Mais ça peut être juste 2 secondes où que je vais cliquer sur un bouton que le jeu se déroule assez rapidement. Fait que quand on était 2 pour toute la journée puis qu'il y avait ces petits détails-là, ça pouvait nous occasionner des fois des petits détails comme ça. Puis aussi, ça a l'air de rien, mais tout ce qui est l'aspect logistique de OK, la prochaine game, c'est quel numéro, c'est quel commanditaire. Ouais. En gros, ça paraît pas, mais en arrière de tout ça, il y a un gros travail de logistique. Il fallait s'assurer que moi, j'avais programmé tous mes boutons, tout ça, faire en sorte que ça soit fluide. Mais même malgré tout, c'est ça. Il y a des situations où on doit quand même régler des problèmes, tout ça. Fait que, en gros, ça a très bien été, mais j'ai dû travailler fort pour les semaines avant pour faire en sorte que... La préparation. Ouais. Tu sais, il faut que le monde comprenne, tu sais, c'est vraiment ça. Toi, tu étais ici à Bonaventure, dans ton studio avec ton équipe, puis tout se passait à Gaspé puis à Rouyn-Nord. Donc, c'est quand même un beau défi que vous avez relevé là. Puis vous avez fait en haut de 80 parties, donc c'est vraiment spécial. Ouais. Puis là, j'imagine qu'on va pouvoir compter sur toi pour la Coupe des Jardins qui s'en vient bientôt. Oui, la Coupe des Jardins, c'est ça. On m'avait mandaté pour faire la Coupe des Jardins, tout ça. On est encore à savoir si on va être sur place physiquement. Étant donné que c'est une caméra, puis que là, en vrai, ça devient plus simple de dire si on est sur place. C'est un aréna, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr, c'est toujours le fun, être sur place aussi, vivre l'événement. Puis c'est vraiment avec ces contrôles-là, ta manette, tu contrôles ta caméra. Là, on le voit pas parce que la lumière est fermée, mais c'est pas grave, ça donne quand même une idée. Ben, je vais vous donner une idée, c'est dans le fond, moi j'ai un panneau... Ton switcher? Ça, c'est en fait Compagnon, c'est le logiciel que j'utilise. Essentiellement, c'est que c'est un logiciel qui relie plusieurs appareils. Dans le fond, ça relie mon switcher, ça relie aussi le graphique, le logiciel que j'utilise pour le graphique. Puis essentiellement, c'est que, par exemple, si je décide durant... là, présentement, c'est mon multiview, tout ça, mais je pourrais décider d'afficher le programme à Gaspé. Puis là, comme c'est là, c'est le logo que vous avez vu, tout ça. C'est ce qu'on voyait entre les parties. Mais si moi, je me mets en mode que je décide d'enlever ce logo-là, je peux faire ça tout simplement. Puis on avait des positions qu'on s'était données. Mettons qu'on est en jeu. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai en mode... mettons, je fais comme si j'étais le caméraman à Gaspé. Puis là, on se retourne en jeu. C'est une série de séquences. Fait que lui, il est tout programmé. Là. Ben, en fait, c'est ça. C'est de la programmation que j'ai dû faire en arrière-plan où j'avais une position de caméra, j'avais... Là, avec mon joystick, je pouvais, par exemple, contrôler la caméra comme ça. Puis, bon, là, il y avait un arrêt de jeu. Ce que je faisais, c'est que je me mettais en mode en pause. Fait qu'il activait une série de séquences. Il s'en va au centre. Il va me mettre au centre. Vraiment un beau travail encore. Je tenais à te le mentionner. Puis je suis sûr que les gens ils vont être super contents de pouvoir suivre la Coupe des Jardins aussi. Puis une autre affaire qui est le fun dans ce que vous faites, c'est que ça reste sur YouTube. Donc les gens peuvent aller le voir après ça s'ils veulent aller le voir les différents matchs. Dans le fond, j'ai 2 plateformes. Captimedia qui est la plateforme principale sur YouTube. Puis quand j'ai une deuxième glace, c'est là que j'utilise Captimedia Live. Fait que c'est ça, les deux, en fond, jusqu'à présent, là, la seule difficulté que j'ai des fois, c'est que au niveau des droits musicaux, là, des fois c'est bloqué. Puis je vous dirais, par exemple, en fin de semaine, dans les 83 matchs, toutes les sessions qu'on a faites, il y a une fois que j'ai eu un blocage. Là, puis dans le fond, ce que je peux faire, c'est que je peux débloquer ça en demandant... dans le fond, c'est une réclamation que je demande. Pouvez-vous enlever cette section-là? Il enlève la chanson en particulier. Puis après quelques heures, ça finit par revenir que c'est débloqué. Puis là, de ce que j'ai vu, présentement, tout est débloqué. Fait que ça devrait rester comme ça dans les prochaines semaines. Et, les gens pourront voir les parties là, sur YouTube. Bon, mais super. Merci. Merci de m'avoir accueilli chez vous. C'est vraiment gentil. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. En entrevue cette semaine, Chloé Duchesneau, une fierté locale qui a tout récemment remporté le championnat de hockey féminin U-Sport dimanche dernier en Ontario. En entrevue aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Duchesneau de Passaibiac. Chloé qui est championne U-Sport de l'Université de Montréal, des Carabins, qui a remporté le championnat national en fin de semaine. Ça va bien, Chloé? Ben oui, ça va bien. Oui. Bon, encore sur un nuage. C'était ton nuage. Félicitations pour votre belle victoire, toi et tes coéquipières. Le hockey féminin, champion national, c'est pas rien, là. Ouais, merci. Non, j'ai de la misère encore à revenir sur Terre, là, vraiment contente, puis tout un exploit. Mais c'est sûr, c'est un exploit, puis je peux te dire que les gens de Passaibiac sont vraiment, vraiment fiers de toi, là.
On voit les messages passer, les gens en parlent, c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu as réalisé. Puis, Chloé, ici, exemple, un jeune est en train d'écouter l'entrevue ou ils vont l'écouter plus tard. Ça prend quoi pour se rendre à ce niveau-là? Ben, premièrement, la clé du succès, c'est du plaisir. Si tu n'as pas de plaisir en pratiquant ton sport, ben, tu ne réussiras pas à te rendre au plus haut niveau. Puis après ça, je dirais aussi de la détermination. C'est pas facile de se rendre à un haut niveau, mais quand tu lâches jamais et tu travailles fort, ben, je pense qu'en ayant de la détermination et du plaisir, ben, tu peux tout conquérir. C'est une passion. Toi, depuis que tu as commencé ton hockey mineur, tu as toujours été passionné, tu as toujours aimé ça, jouer au hockey. Ah, j'ai toujours aimé ça, puis j'aime encore ça. T'aimes encore ça, oui? Là, c'est Ouais. quoi? Es-tu à ta 3e année d'éligibilité? Non, ma 5e. Dans le fond, c'est T'es rendu à ta 5e déjà? 5 ans, Donc, ouais. c'était le temps ou jamais, comme on dit. Ouais, c'était ma dernière chance de gagner, puis on l'a fait. Ah ben, bravo. C'est ça, j'étais pas sûr parce que j'avais parlé à ta mère, je pense que c'est 2 étés passés, au terrain de balle à Hope. Puis justement, elle me disait ça, que quand tu avais commencé l'équipe, je crois que tu étais défenseur. Hein. Dis-moi si je me trompe, là. Ouais. Ça a commencé comme ça, hein, les premières années, puis après ça, tu as monté un petit peu dans l'échelon, comme on dit, là. Ouais. Dans le fond, j'ai été défenseur toute ma vie, jusqu'à universitaire. Puis, rendu universitaire, c'était un peu compliqué. Des fois, il y avait vraiment des bonnes défenseurs aussi. Puis, en pratique, mon entraîneur avait vu un peu mon potentiel offensivement. Donc, une journée, elle m'a dit, Chloé, j'aimerais ça t'essayer à l'attaque. Donc là, j'étais un peu surprise et tout. Puis, mais j'ai embarqué dans le projet. Puis, ça a vraiment bien fonctionné. Puis, écoute, c'est comme si j'ai redécouvert mon sport, là, une autre facette de mon sport. Puis, c'est comme si je réapprenais à jouer au hockey. Mais ça a vraiment porté fruit. Puis, maintenant, je suis rendue à la compte. Ça a bien été. Puis ça, c'est quand que le changement s'est produit? L'année passée. Donc, L'année mes passée. 2 dernières années universitaires. OK. Comme vétérante. Puis c'est ça, là, tu avais le A sur ton chandail, donc tu as vraiment un rôle de leader dans l'équipe. Donc, ça paraissait. C'était vraiment beau de te voir sur la glace, ça, de te voir aller. Là, on voyait ça, numéro 25, il est comme l'éclair. Ouais. Vraiment, ouais. Ben, un rôle de leadership, je l'ai eu l'année passée. L'année Puis, passée, hein? ouais, en plus, cette année, notre capitaine était blessé. Donc, je pense que les assistantes avaient un rôle encore plus gros à jouer. Donc, non, je pense que j'ai bien relevé ce défi-là. Oui, ben bravo. Puis le match, ça a vraiment bien commencé pour vous autres, là, le but ultra rapide. Puis après ça, ben, une petite frousse, mais vous en êtes vraiment bien sortis, là. Ouais. C'est sûr qu'on voulait commencer la partie en force, mais pas autant qu'un but à 13 secondes. Donc, on était vraiment contents, mais entre coéquipières, on se disait tout le temps, dans notre tête, le score, c'était 0-0. Donc, même quand l'autre équipe a remonté, ben, on s'est dit, c'est pas grave, c'est 0-0 dans notre tête. On continue, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, puis on n'a jamais lâché, puis on a gagné. Exactement. Puis, tu me parles de tes coéquipières. Tes coéquipières, d'après toi, est-ce que ça va être des amis pour la vie? Ah, ben, c'est sûr. C'est sûr que ça va être des amis pour la vie parce que c'est des expériences que, justement, tu n'oublies pas, qui nous unit tellement. Tu sais, c'est incroyable. Donc, je pense que oui, ces coéquipières-là, je vais les garder pour la vie, là. Puis incluant le coaching staff aussi, il y a vraiment des beaux liens qui se créent. Oui. On le voyait dans votre célébration, là, tout le monde se sautait d'un bras, puis Vraiment. c'était la consécration, là. Ouais, cette équipe-là a été ma famille loin de la maison. Oui, hein, c'est vrai, hein? Ouais. Puis là, toi, tu étudies en administration, je crois, à l'université? Oui, dans le fond, j'ai terminé l'année passée mon bac en administration des affaires, spécialisation en marketing. Mais, puis là, il fallait que je continuais à l'école pour pouvoir justement faire ma 5e année au hockey. Oui. Donc, j'ai fait une autre spécialisation en ressources humaines. Donc là, je vais graduer bientôt. OK, Oui. bon, ben bravo. Félicitations. Merci. Puis, si on fait un petit retour dans le passé, toi, Chloé, bon, on l'a dit, originaire de Passepébiac, ton hockey mineur, tu l'as joué Association hockey mineur de Passepébiac jusqu'à ton hockey midget? Ouais. Dans le fond, c'est ça. J'ai joué jusqu'à midget dans l'association du hockey mineur, dans la catégorie A et WB.
Sauf une année, l'année des Jeux du Québec, à mes 14 ans, je crois environ, je suis partie jouer avec du côté féminin, Oui. avec les Cyclones du Bas-Saint-Laurent. OK. Donc, c'est là que j'ai eu un peu la piqûre pour le hockey féminin. Puis c'est aussi là que je me suis fait voir. Donc, c'est là que je me suis fait recruter par le cégep Limoilou au niveau collégial. Donc, après ça, après midget 2B, j'ai fait le saut au niveau collégial du côté féminin. OK. Donc, la famille du Cyclone aussi, je pense qu'ils ont partagé ton exploit de la fin de semaine. Puis ça, c'est quand même une famille aussi, le Cyclone, toutes les anciennes joueuses que tu as jouées avec. Puis, Oui. Puis justement, en finale, j'étais contre une ancienne coéquipière des Cyclones, de Simone Drapeau. Oui. Ah, ben, c'est spécial. Puis ça, c'était, quand tu as joué avec le Cyclone, c'était pas M18, là, c'était un peu plus jeune. Non, c'est ça, c'était catégorie Bantam, c'est durant les Jeux du Québec, ouais. OK. C'est 14 ans. OK, tu as rejoint leur équipe. Puis après ça, tu me dis que tu es allé au collège de Limoilou? Limoilou, à Québec, oui. Puis ça, tu as joué 2 ans là? 3 ans. 3 ans? Ouais. 3 ans, puis tu jouais comme défenseur. Comme défenseur, ouais. OK. Ouais. Puis après ça, là, c'est là que tu as décidé que là, je vais aller à l'université, puis ouais, ben dans le fond, l'équipe. c'est ça. Avais-tu des approches pour jouer avec les Carabins? Oui, ben dans le fond, j'avais eu quelques approches. Il y avait peut-être l'Université d'Ottawa, sinon j'avais peut-être l'option aussi d'aller aux États-Unis, NCAA. Mais je voulais rester, de un, étudier en français. Ouais. Puis de deux, je voulais rester le plus proche possible de ma famille. Donc, Montréal, c'était l'option la plus proche. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, en pleine pandémie, Isabelle Leclerc a décidé de me recruter. Puis, j'ai dit oui. Tes parents, on parlait de tes parents, ils t'ont suivi à distance, assurément. Puis, est-ce qu'ils se déplaçaient souvent en ville pour aller te voir jouer? Ils essayaient le plus possible. C'est sûr que c'est quand même vraiment loin, Montréal. Mais le plus possible, la saison, le premier match d'ouverture, ils venaient. Puis sinon, des fois, dans les séries, quand ça comptait. Puis, justement, à mon dernier championnat, ils ont décidé de faire la route jusqu'à Waterloo pour venir vivre cette dernière expérience-là avec moi. Puis, pour vrai, je les remercie tellement. Puis, je suis tellement content qu'ils ont pu vivre ce dernier championnat-là avec moi. T'sais, ils ont tellement fait de sacrifices pour moi. Donc, oui, c'est sûr. Ouais. Donc, je les remercie vraiment. Fond du cœur, c'était beaucoup d'émotions qu'on a vécues ensemble en fin de semaine. Ça doit donc toute la famille était montée à Waterloo, tout le monde était ensemble. Mon père et ma mère, ouais. Mon frère m'a suivi à distance. Ouais. Puis pour vrai, même toute la famille élargie, je les remercie. Là. Je me rendais pas compte à quel point tout le monde me suivait sur les réseaux sociaux, même à la télé. J'ai eu beaucoup de messages de félicitations. Puis on dirait je ne m'en rendais pas compte à quel point toute la Gaspésie était derrière moi. Donc un gros merci du fond du cœur à tout le monde. Bon, c'est très gentil, mais oui, c'est vrai, mais c'est toi, les fleurs, tu les mérites, tout ton parcours de ton hockey mineur jusqu'au collégial, jusqu'à universitaire, c'est vraiment extraordinaire tout ce que tu as fait. Oui, le championnat, c'est comme la cerise sur le sundae, mais tu sais, les sacrifices, tu les as fait pour te rendre là. Ça s'est pas fait tout seul. Là. Non, c'est vrai. Un gros merci. Pour la suite, on peut s'attendre à quoi? Je pense que je vais prendre le temps de décompresser, réfléchir. Il y a peut-être, maintenant, il y a l'option professionnelle avec la nouvelle ligue, LPHF. Je dirais que le niveau est assez relevé parce que c'est quand même une nouvelle ligue, donc il n'y a pas beaucoup d'équipes, peu de place pour les nouvelles personnes. Donc, mais sinon, il y a aussi l'option d'aller jouer professionnel en Europe. OK, oui, très intéressant. C'est peut-être l'option qui m'intéresserait le plus à voir. Ouais. Bon, c'est parfait, Chloé. Hey, un gros merci de m'avoir répondu puis d'avoir accepté mon invitation pour l'entrevue. C'est vraiment gentil. Puis, comme je te dis, toute Passepébiac qui est en arrière de toi, puis probablement que tu as une région complète en arrière de toi. Donc, encore félicitations. Puis, un gros merci. Ça fait plaisir. Puis, bonne chance pour la suite, Chloé. Merci. Résumé rapide des actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Voici vos nouvelles en bref.
Soupir de soulagement pour le président de la SCFG. Le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie se dit peu surpris par le statu quo entourant la réhabilitation de la voie ferrée jusqu'à Gaspé. Éric Dubé admet même avoir craint que le projet soit retiré du plan québécois des infrastructures. Il souligne néanmoins que le dossier n'a pas reculé. La société entend maintenant reprendre le travail et élaborer un nouveau plan d'affaires. Avec l'arrivée éventuelle d'un nouveau premier ministre et la tenue d'élections à l'automne, M. Dubé redoute toutefois de perdre une deuxième année. Selon lui, si les travaux ne débutent pas en 2027, l'objectif d'atteindre Gaspé d'ici 2030 sera compromis. Le scrutin d'octobre sera donc l'occasion d'interpeller les candidats sur leurs intentions quant à l'aboussement du projet. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 29 mars. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.